Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Jean Rossis, thérapeute et hypnologue. Passionné de l'hypnose et du fonctionnement du cerveau, nous discutons de son travail d'hypnothérapeute et de sa curiosité dans le domaine de l'hypnose et de la PNL. Jean souligne l'importance de la patience, de la passion et du travail pour devenir un hypnologue accompli. Il nous parle aussi de son pivot dans sa pratique thérapeutique. En 2017, il a fermé son cabinet pour proposer des rencontres privilégiées. Lors de ces rencontres, il accompagne ses clients vers un changement durable en agissant sur différents leviers. En effet, ce format lui permet de prendre le temps pour développer une réelle relation de confiance et ainsi considérer la demande de la personne avec une vision beaucoup plus large. Enfin, Jean nous présente ses projets passionnants que son esprit entrepreneurial fomente à grande vitesse. Et à travers ceci, il nous livre quelques techniques de mental hacking, simples à mettre en place et pourtant très efficaces pour préserver son énergie mentale. Un épisode hypnotique, nous sommes happés par les paroles et l'énergie de Jean. Bonjour Jean, vous êtes Jean Rossis, vous êtes hypnologue et thérapeute. Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors en fait, moi j'ai commencé l'hypnose, je sais pas si on commence vraiment l'hypnose. J'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose quand la première fois je devais avoir 9 ans. J'ai été voir un spectacle en fait avec mon père et en fait lui avait tenté, on va dire, d'être parmi les volontaires qui montaient sur scène. Et donc il s'est retrouvé sur scène avec tout un tas de gens et puis moi j'étais dans le public et je regardais mon père en me disant qu'est-ce qui va se passer, un petit peu dubitatif comme ça, un petit peu impressionné aussi. Et je pensais en fait à ce moment-là que l'hypnose c'était quelque chose de magique en fait. Je pensais bêtement que l'hypnotiseur avait une espèce de pouvoir spécial et puis genre quand il touchait les gens s'effondraient et plongeaient dans un état d'hypnose comme une espèce de magnétisme, etc. Et donc je le vois qui se promène de personne en personne et puis les gens tombent les uns après les autres et tout ça. Et puis à un moment donné il arrive vers mon père et puis ça marche pas du tout. Et donc il commence à parler avec mon père et tout, puis ça marche pas, je vois qu'il essaie un petit peu d'insister, puis après il remercie mon père et puis il le renvoie entre guillemets de la scène. Puis là mon père me rejoint dans le public et me dit ah mais en fait il me disait de me laisser tomber et tout, mais ça marchait pas et tout ça. Puis là je lui dis mais comment ça il te disait de te laisser tomber, c'est nul en fait l'hypnose, ça n'a aucun sens, c'est pas un pouvoir, c'est pas... Et du coup j'ai vu l'hypnose comme une arnaque quoi. La première approche que j'ai eue avec l'hypnose c'était une arnaque. Je me suis dit oui mais si on dit aux gens de se laisser tomber. Du coup, s'ils se laissent tomber, c'est pas du tout impressionnant, puisqu'on leur a demandé de se laisser tomber. Pour moi, il fallait qu'il y ait ce truc un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, hors de contrôle de la personne, pour que ce soit impressionnant. Il fallait qu'on puisse imposer quelque chose à quelqu'un, sinon c'était pas drôle, quoi. C'était nul. Bref, et du coup, ça m'a un petit peu marqué cette histoire. Je me souviens que je me suis dit ah, mais en fait, l'hypnose c'est nul et tout ça. Et puis c'est, en fait, grâce à ça, que j'ai commencé à comprendre le principe de la suggestion. En fait, je me suis dit ah mais avec le temps, à travers l'adolescence, quand j'ai revu un petit peu d'hypnose par-ci par-là ou entendu parler d'hypnose, j'ai commencé à me dire ok mais peut-être qu'en fait c'est vraiment le pouvoir des mots plus que le pouvoir des gestes en fait ou de la personne et tout ça. Et donc en fait je garde un petit peu cette idée en tête. Puis un jour donc j'étais en formation d'informatique, je me retrouve dans un cours qui s'appelait Apprendre à apprendre, qui était très axé PNL. Et puis là, le prof, en fait, faisait un peu d'hypnose. Et puis, je lui dis, ah, vous connaissez un petit peu l'hypnose ericksonienne et tout ça, parce que j'avais lu 2-3 trucs dessus. Puis il me dit, ah oui, c'est hyper intéressant. Et il commence un petit peu à parler. Puis je me rends compte, en fait, que bizarrement, depuis une dizaine d'années que j'avais vécu ce spectacle, enfin ça devait faire 6 ou 7 ans que j'avais vécu ce spectacle d'hypnose, j'avais quand même accumulé un certain nombre de petits trucs, de petites connaissances sans m'en rendre compte. Puis c'est en discutant avec lui que je me rends compte en fait que je comprends plus ou moins bien la PNL, je comprends plus ou moins bien l'hypnose dans son fonctionnement, bien que je l'avais jamais pratiqué. Et puis il me dit ah mais tu t'y connais bien, tu devrais t'intéresser plus formellement et tout, tu verrais c'est hyper intéressant et achète un livre et commence à lire. Alors c'est la première chose que je fais, c'est que je sors de là
j'achète un livre et puis je commence à me renseigner sur le sujet. Et puis c'est vrai que c'est un livre que j'avais pas trop aimé en fait, mais il était un peu mal écrit, mais il y avait des infos intéressantes dedans. Puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser en fait à l'hypnose, ce qu'on appelle maintenant la street. Il y avait les head hackers en Angleterre avec Anthony Jacquin, etc., qui étaient très intéressants à ce moment-là. Donc j'ai commencé à regarder un peu toutes leurs vidéos. Après, je suis allé regarder du Darren Brown, je suis allé regarder beaucoup d'anglo-saxons comme ça qui faisaient des trucs. Et puis c'était ce côté un petit peu spectacle de nouveau qui m'attirait, ce côté un peu street et tout ça. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser. Puis un jour, je tombe sur une vidéo de mon ami Philippe Miras, qui est admin avec moi et fondateur du groupe Hypnose sur Facebook qu'on a ensemble. Et je lui ai écrit en privé sur YouTube et je lui ai dit, donc lui il avait une vidéo d'une induction et tout, puis je lui ai dit, écoute, bonjour, je m'appelle Jean, j'étudie beaucoup l'hypnose en autodidacte, j'ai vu votre induction, je la trouve très intéressante. Est-ce que vous avez des choses à me recommander, de la lecture ou des trucs? Et il me dit, ah bah ça tombe bien, je suis en train de fonder un groupe sur Facebook, viens voir. Et j'avais pas Facebook en fait à l'époque, je boycottais Facebook. Je me suis dit, bon, mince, il faut que je crée un compte sur Facebook. Donc j'ai créé un compte sur Facebook pour aller sur ce groupe d'hypnose. Je suis arrivé sur le groupe et puis on était une centaine je crois à l'époque, ou 80. Maintenant on est plus de 12 000 je crois. Donc ça s'est bien développé. Et puis, en fait, de fil en aiguille, en discutant sur le groupe Facebook et en continuant mes lectures de mon côté, et puis mes vidéos et tout, les gens commençaient à me demander, ah, mais où est-ce que tu pratiques? T'as une bonne culture de l'hypnose? Et alors que je ne pratiquais pas du tout, en fait, j'avais juste fait de la street, on va dire, avec mes amis, quoi, comme ça, ou une ou deux fois comme ça dans la rue. Et puis le fait que souvent les gens me demandent où est-ce que j'avais un cabinet, ça a commencé à me suggérer qu'il fallait peut-être que j'ai un cabinet, quoi, parce que je devais quand même avoir certaines connaissances intéressantes pour qu'on me pose cette question. Du coup, je me renseigne sur un peu les écoles et puis du coup, j'ai commencé à aller me former à différentes écoles, que ce soit en France, en Angleterre, en Suisse, etc. J'ai fait plusieurs types de formations différents pour vraiment avoir quelque chose de complet, dont la formation de Bandler justement en PNL et tout ça. Et puis voilà, en 2012, j'ai ouvert mon cabinet à Montreux en Suisse, que j'ai eu pendant 5 ans et demi, avant de tourner la page vers ce que j'appelle aujourd'hui les rencontres privilégiées. J'ai d'autres formats aussi avec les sportifs, etc. Mais voilà, en gros, voilà l'histoire, comment je me suis intéressé à l'hypnose. Moi, là aussi, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui rend beaucoup de services et j'ai toujours beaucoup aimé les gens, aimé le contact et puis aimé aider aussi. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement en fait. Quand je me suis intéressé à l'hypnose à travers la street, quand j'ai commencé à me former à la thérapie, j'ai tout de suite migré entre guillemets vers quelque chose de plus thérapeutique parce que en fait finalement c'était quelque chose qui me correspondait beaucoup mieux que le show. La street, etc. Et donc voilà, aujourd'hui je suis, on va dire, thérapeute. Je considère aussi que j'ai une partie de ma pratique qui relève plus du coaching parce que je travaille beaucoup avec des sportifs maintenant de haut niveau et puis un peu des entrepreneurs. Mais voilà, en gros c'est l'hypnose qui est au centre de la pratique, puis le reste autour qui vient un peu habiller le truc, quoi. Donc voilà, c'est une longue réponse, hein, mais au moins on a tout le trajet, quoi. Puis c'est vrai que tout s'est fait au final plutôt progressivement et naturellement, donc c'est assez sain comme façon de construire sa carrière aussi, ça. Tout à fait, voilà. Et moi je trouve que c'est très important ça en fait. Il y a un gros problème. Ces dernières années, j'ai l'impression qu'on a un petit peu marketé l'hypnose comme ah ouais, reconvertissez-vous, allez, une petite formation de 2 semaines, hop, tac tac, vous êtes praticien, vous ouvrez votre cabinet, c'est réglé. Et ça me fait un petit peu marrer parce que moi quand je suis arrivé en 2011 faire mes premiers cours à Nice. À l'époque, j'avais commencé à l'Arche à Nice. J'ai fait de ce qu'on appelait à l'époque technicien 1 et un des formateurs a recommandé une vingtaine de livres en disant ah ouais, voilà un peu la liste des livres que moi je vous recommande et tout ça, allez piocher et tout ça. Je crois que j'avais fait au milieu de l'année le technicien 1 et puis à la fin de l'année le technicien 2, il y avait genre 3 mois de décalage. Et quand je suis arrivé les 3 mois plus tard, j'avais lu tous les livres qui avaient été recommandés en fait. Et quand j'ai dit aux gens alors vous avez un peu lu, vous avez pratiqué, les gens étaient là non, pas du tout et tout. Et moi j'avais un peu pris ça au sérieux, j'avais fait des séances avec des amis, et puis je me suis rendu compte que en fait il y avait vraiment des gens qui étaient là parce qu'ils se reconvertissaient. Il y en a même qui le disaient ouvertement. Ah ouais, moi avant j'étais mécanicien et puis j'en avais marre et puis j'ai vu que l'hypnose c'était accessible donc voilà. Et
pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, il faut quand même avoir cette envie d'aider les autres et puis s'engager sérieusement dans le processus, quoi. Et moi, je me souviens que quand après je pratiquais en exercice pendant mes formations, je me rendais compte que quand même la plupart des gens, soyons francs, n'étaient pas vraiment motivés, quoi. Ils venaient un petit peu timidement découvrir, ils pratiquaient pas trop de leur côté, et puis ils faisaient le minimum qu'on leur demandait, quoi. Ils essayaient pas d'explorer des choses. Moi, j'ai toujours essayé d'un petit peu d'aller chercher. Et je pense que c'est bien de prendre son temps. Moi, j'ai souvent des gens, ça m'arrive vraiment très régulièrement, des gens qui me disent: ah, j'adore l'hypnose, j'aimerais me former, devenir thérapeute, comment on fait? Et puis ils sont là: j'ai vu telle école, j'ai vu tel truc, qu'est-ce que je fais, je vais où? Et souvent je leur dis: bah, commence par lire des livres, ensuite va dans une école, prends ton temps, fais pas genre alors j'ai aucun problème de faire un mois d'affilée et puis de faire juste un mois technicien, praticien, etc. Mais si c'est le cas, prendre le temps après aussi de beaucoup pratiquer avant de se lancer et tout ça. Moi, j'ai fait technicien 1, 3 mois, technicien 2, 6 mois, et ensuite mes 2 praticiens, je les ai fait à la suite, quoi. Mais après, j'ai encore pratiqué pendant des mois, et j'ai pratiqué les mois, bien sûr, qui séparaient chaque module. J'ai pratiqué encore des mois avant de me sentir légitime pour ouvrir mon cabinet. Et vraiment, il y a tellement de gens qui sautent. Je vois souvent des gens dans le groupe hypnose ou ailleurs qui posent des questions qu'on ne devrait pas poser si on a un cabinet. Du style: ah, telle personne m'a dit ça, qu'est-ce que je dois répondre? C'est un peu curieux parce que c'est des choses qui sont assez basiques des fois, et on se dit que même juste avec une vraie bienveillance, même sans avoir l'expérience, mais avec une vraie bienveillance, on devrait trouver les réponses à ces questions, quoi. Et donc les gens des fois sont là, voient plus l'hypnose comme une espèce de technique alors que pour moi c'est une approche complète, humaine et bienveillante. C'est pas juste une technique, voilà, induction, machin et tout ça. Et au contraire, non, je pense que c'est tout sauf ça. Ça doit être très intuitif, très relationnel, je sais pas comment dire. Et voilà, voilà un petit peu. Donc ouais. Pour répondre à la question, oui, ça s'est fait très progressivement, et je pense que ça devrait toujours se faire progressivement. C'est un truc qui s'inscrit dans un chemin. C'est pas un truc qu'on se dit: voilà, je vais m'inscrire et dans 2 mois j'ouvre mon cabinet. À ce moment-là, on aura rarement des bons thérapeutes de l'autre côté. Il y a des exceptions, bien sûr, mais globalement, ça n'arrivera que très rarement, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez que vous avez ouvert votre cabinet pendant 5 ans et que vous étiez passé à autre chose. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu à quoi vous êtes passé justement avec ces rencontres? Oui, alors avant je faisais des séances assez classiques, on va dire, donc 1 heure en cabinet par séance. Ensuite j'ai commencé à faire des séances de plus en plus longues, 1h30, des fois ça tirait sur presque 2 heures chez certaines personnes. J'ai commencé à en avoir marre d'un format trop long, donc j'ai commencé à raccourcir. Donc après, je suis allé vers plutôt 3/4 d'heure. Et puis, je me cherchais un petit peu. Quand je faisais des séances trop courtes, j'avais l'impression qu'on n'avait pas assez travaillé. Quand je faisais des séances trop longues, j'avais l'impression qu'on laissait pas assez le temps au changement de se préparer, de se mettre en place et tout ça. Et puis, j'ai trouvé, au bout de fil en aiguille, un format beaucoup plus intéressant qui en fait est un format au minimum en 3 heures, mais globalement toujours en 5 heures, à moins que ce soit faisable en 3 heures, où là, en fait, on va vraiment prendre le temps. C'est-à-dire qu'on va pas travailler seulement sur la demande, on va travailler sur tout ce qu'il y a autour. Et vraiment, le but, c'est que la personne, elle ressorte de là avec des outils qui vont lui servir dans tous les aspects de sa vie, et puis qu'elle se sente vraiment mieux dans sa peau de manière générale. Quelqu'un qui dirait juste, voilà, souvent en thérapie brève, et c'est le cas de la thérapie brève, c'est un peu le but, la personne arrive avec une demande précise. C'est pas comme dans une psychothérapie, c'est beaucoup plus précis. Elle dit: bah voilà, j'ai tel problème, et puis on va essayer de se débarrasser de ce problème en quelques séances. Et en réalité, je trouve toujours ça à la fois très intéressant et à la fois un peu dommage, parce que souvent quand on règle un problème qui est le plus visible, il y a d'autres petits problèmes qui émergent, qu'on se dit: ah bah tiens, maintenant que j'ai réglé ce gros problème, je peux régler ça, et puis m'améliorer là, et puis travailler sur cet objectif, et puis me motiver pour tel autre truc. Et ça, souvent les gens, je leur disais, quand je travaillais au cabinet, ils venaient, ils payaient parfois 5 séances d'avance, parce que je faisais des packs, avec s'ils s'engageaient sur 5 séances, ils payaient un peu moins cher, donc souvent les gens payaient 5 séances. Et quand ils venaient pour un problème, et puis qu'au bout de 2 séances c'était réglé, les 3 séances qui restaient, on les accordait à d'autres choses. Et puis ils trouvaient ça tout le temps génial. En fait, ils disaient: ah ouais, c'est hyper bien. Je pensais pas déjà, ils pensaient pas qu'on réglerait leurs problèmes en 2 séances. Et puis ensuite, ils se rendaient compte qu'ils avaient plein d'autres objectifs. Et les gens qui ne prenaient pas des packs, qui venaient juste une fois ou deux, une fois qu'on leur réglait leurs problèmes, ils revenaient plus.
Puis j'avais presque envie de leur dire non mais revenez, il y a plein d'autres choses à faire, c'est cool quoi. Mais je pouvais pas non plus leur dire ah oui mais je sais mieux que vous ce qu'il vous faut. Donc c'était toujours un peu frustrant. Et c'est vrai que la plupart des gens quand même ne prenaient pas des packs. Il y avait peut-être un tiers ou un quart des gens qui prenaient des packs. Le trois quarts venaient comme ça à payer à la séance, on va dire. Et je me suis dit, il faudrait que je les oblige entre guillemets à travailler sur tout en fait. Et donc comment je pourrais les obliger à prendre des packs? Alors dans un premier temps, je me suis dit bon, je peux dire que je travaille plus du tout sur des séances uniques, et c'est ce que j'ai fait. C'était 3 séances minimum. Mais en réalité, même 3 séances minimum, j'avais toujours cette frustration quand les gens partaient de me dire ah mince là on aurait pu travailler parce que il y a un petit peu ce problème, c'est que quand la personne arrive, si on fait 3 séances en 3 fois, c'est-à-dire 3 fois 1 heure par exemple, on va rentrer soit dans un état d'hypnose intéressant, soit on va creuser un problème, etc. Mais après, bon, le chronomètre fait qu'on doit finir la séance et puis on remonte à la surface. Et la fois d'après, on doit recreuser. Même si on doit creuser, on creuse plus vite et mieux, parce qu'on la connaît mieux et on a déjà des éléments, on a quand même un peu refaire du chemin qu'on n'aurait pas eu besoin de faire si on avait continué la dernière fois. Mais l'avantage de ces packs, enfin de ces rencontres, moi je les appelle des rencontres entre 3 et 5 heures, c'est qu'on va vraiment pouvoir creuser une seule fois de plus en plus loin. Et donc on aura vraiment une première heure où je vais beaucoup faire le tour du sujet avec la personne, lui poser plein de questions, discuter, faire connaissance. Et puis ensuite, quand on va commencer à travailler, ben vraiment, on va aller de plus en plus loin. Puis on sent qu'on touche de plus en plus de choses profondes, utiles, délicates parfois, intimes, etc. Mais que ça fait partie d'un processus qui découle naturellement de la demande de base, en fait. Oui. Et donc quand on finit ce travail, les gens se sentent... Enfin ouais, souvent il y a un waouh, je me sens vraiment j'ai un peu je sais pas comment dire différent quoi, ils se sentent un peu changés au bout de quelques heures. Et vraiment moi je demande toujours aux gens de me faire des feedbacks après 10 ou 15 jours de l'évolution de la situation et tout. Et très souvent, et d'ailleurs j'en ai encore lu un aujourd'hui, c'est des choses comme ah c'est génial, j'ai recommencé à faire tel truc que j'avais plus du tout fait depuis des années, je m'y attendais pas. La personne aujourd'hui m'a écrit je commence enfin à me reprojeter dans un couple. C'est quelqu'un qui est célibataire depuis quelques années, qui a eu des mauvaises expériences. Et là-bas, sa demande, c'était un truc sur l'entrepreneuriat, donc rien à voir. Et en fait, dans son feedback, elle me dit je suis enfin à l'aise pour me reprojeter dans une vie de couple et tout ça. Et c'est la preuve que ça permet de travailler vraiment sur tout plein d'aspects qu'on néglige un petit peu en thérapie brève parfois, parce qu'en formation, on nous dit voilà, tel problème, tel protocole, telle solution, tel truc, etc. Et du coup, on voit toujours ça comme un truc unique, un problème, une solution, un problème, une solution. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que si on va bien, c'est ce que je dis toujours un petit peu aux gens quand je les rencontre, c'est une question de réharmoniser en fait. C'est la personne, elle vient un petit peu dans une vibration, je sais pas comment dire, un truc qui est un petit peu déréglé. Elle sent qu'il y a des choses qui vont pas dans sa vie, et je trouve que les problèmes qu'elle présente sont des conséquences de ça en fait. C'est pas juste les problèmes en soi, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Soit au niveau du bien-être ou du enfin de plein de choses en fait intérieurement. Et moi, mon but, c'est de recréer une harmonie en fait chez la personne, et de recréer une espèce de vibration harmonieuse où la personne, quand elle sort de là, elle se dit mais je sens que tous les trucs qui me pourrissaient un peu la vie là, je les sens mieux, et puis très vite ça se met en mouvement. Et c'est toujours très intéressant de lire les feedbacks, parce que ça vient jamais de là où on pense en fait. Les changements, ils arrivent d'endroits qu'on ne suspectait pas souvent, parce que justement on a eu presque cette approche holistique, j'ai envie de dire un petit peu, et pas une approche précise, chirurgicale quoi. Alors évidemment l'approche chirurgicale c'est très intéressant quand on a une demi-heure pour travailler quelqu'un, qu'on sait qu'on ne le reverra plus, etc. Il n'y a pas de souci, mais dans la mesure du possible, je pense qu'il faudrait toujours faire ce travail plus large. Et moi je travaille beaucoup comme ça, c'est-à-dire que les gens, quand ils me parlent de leurs problèmes, je leur pose quelques questions pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je les cerne. Et en fait, avant de les mettre sous hypnose, je pense que j'ai beaucoup modélisé ça de Richard Bandler, et parce que je suis quelqu'un qui a de la facilité à parler et à digresser, et ça se voit, je le fais là en ce moment.
Richard Bandler, en fait, quand il parle avec les gens, j'ai vraiment modélisé ça chez lui. Il a 3 phases, en fait. Il a la phase où il va les questionner, la phase où il va parler d'eux et où les gens vont s'identifier à ce qu'ils racontent, et puis la phase où il va les envoyer en transe. Et en fait, la deuxième et la troisième phase se suivent naturellement, en fait. Et j'ai remarqué que quand on a cerné quelqu'un, si on commence à parler de cette personne et de raconter des choses qui lui correspondent et parfois en rigolant, parfois en se moquant un peu d'elle, parfois en touchant un petit peu des points sensibles, parfois en étant plus indiscret à des moments et plus, enfin, vraiment de mettre la personne dans la situation où elle se rend compte qu'on l'a bien cernée et puis tout ce qu'on raconte, ça lui parle et puis tout à coup on voit qu'elle commence à prendre ce qu'on lui dit puis à le mettre en relation avec des expériences qu'elle a eues ou des souvenirs ou des choses comme ça. C'est très hypnotique comme processus en fait. Et Erikson le faisait beaucoup aussi de parler. Il cernait la personne. Alors lui, il faisait ça un peu de manière différente, c'est-à-dire qu'il faisait du storytelling et puis la personne s'identifiait à l'histoire qu'il racontait. Mais Bandler, il y a aussi de ça. Et moi, j'ai naturellement développé ça. Je l'ai pas fait volontairement, mais je pense que c'est à force de modéliser Bandler que je l'ai fait et Erikson. Vraiment, quand les gens viennent me voir, on discute dans un premier temps. Ensuite, je parle. Et puis à un moment donné, ils s'endorment, entre guillemets. Et c'est assez drôle, quoi. Il y a un moment donné, je sens qu'ils commencent à être vraiment absorbés. Alors je leur dis, attendez, juste fermez les yeux une seconde. Et puis boum, ça part tout de suite, quoi. Et parfois même, j'ai même pas besoin de demander de fermer les yeux. Mais je pense que l'hypnose, ça devrait être quelque chose d'intuitif comme ça. Et je pense que avec l'expérience, on se rapproche de plus en plus de ça. Au début, on essaye beaucoup de faire des inductions très formelles. Et puis petit à petit, on se débarrasse un petit peu des inductions. Ça devient naturel, quoi. On devient un peu plus hypnotique de base. Et puis c'est là où ça devient intéressant, quoi. Enfin bref, désolé de parler autant. Non, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Et puis, justement, moi, je vous avais dit que je vous ai contacté parce que j'avais écouté un de vos podcasts avec Laurent Bertin, Hypnoscient, qui était vraiment très intéressant. Et il y a une question que je me posais, c'est est-ce que vous pensez pas que parfois il faut laisser le temps de décanter? Et est-ce que les gens que vous voyez dans des après-midi, vous les revoyez après sur la longueur? Parce que il y a des choses qui se sont venues entre plusieurs après-midi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, alors, ça m'est arrivé très rarement, une fois que je fais une rencontre de 5 heures avec quelqu'un, qu'il y ait besoin d'une nouvelle rencontre. Ce qui m'arrive de temps en temps, c'est que quelqu'un book 5 heures, par exemple, et ça va être allez, 30% de mes séances. Quelqu'un va booker 5 heures, et puis au bout de 3 heures, je vais lui dire, écoutez, là, je pense que pour aujourd'hui, on a assez travaillé, parce que tout ce travail qu'on vient de faire, il faut lui laisser le temps on pourrait dire de décanter, comme vous dites, ou autre, mais de s'intégrer, voilà, que vous puissiez un petit peu vivre le changement qui va découler de ça. Et puis après coup, on refait soit 2 heures, ou soit 2 fois 1 heure, ou soit on s'appelle 2 fois 1 heure, ou on fait quelque chose. Et en général, ça m'arrive quand même assez régulièrement de le faire parce que je me rends très vite compte pendant l'après-midi quand c'est qu'on a touché un truc où là, ça, il faut lui laisser le temps de se mettre en place. C'est pas toujours le cas, en fait. Et c'est même la plupart du temps, ce n'est même pas le cas, en fait. Mais globalement, ça arrive, comme je dis, dans peut-être un tiers des séances. Et là, je vais le faire. Effectivement, c'est une bonne question. Dans un autre cas aussi, ce qui va m'arriver, ça va être que la personne, elle me parle d'une problématique, donc par exemple perte de poids. Et ça, c'est quelque chose que je vais pas faire en un après-midi. Pour moi, une perte de poids, c'est pas quelque chose que comme ça on arrive, coup de baguette magique. Même si on a travaillé sur plein de choses, évidemment, hein, ça va beaucoup aider. Et puis la personne va sans doute se mettre à perdre du poids si on a bien travaillé. Mais d'expérience, je sais à quel point la perte de poids, enfin plutôt la prise de poids est liée à des problématiques assez profondes souvent, surtout quand c'est des personnes qui sont en surpoids depuis longtemps et puis qui ont testé beaucoup de choses et qui arrivent pas et puis qui ont une part très émotionnelle liée à leur gestion du poids et tout ça. Et ça, en général, quand les gens m'écrivent, je leur dis, écoutez, je fais pas ça en une après-midi, donc je vous propose qu'on se voit par exemple 2 ou 3 fois 3 heures réparties sur tant de temps. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que on va faire en 2 fois, c'est-à-dire on va se voir une fois 3 heures, puis ensuite, tous les mois, on va faire un Skype de 1 heure pour suivre un petit peu les changements et puis faire des petits ajustements. Ce genre de choses, on va toujours trouver quelque chose de sur mesure qui soit adapté à la demande de la personne. Donc effectivement, toutes les demandes sont pas gérables en un après-midi.
Et souvent, le feeling va me faire dire après 3 heures, ben non, en fait, là, on arrête là. On a déjà fait ce qu'il faut. Et puis même des fois, ce qui est marrant, c'est que les 3 heures vont suffire. En fait, des fois, je vais dire à la personne, bon, là, le travail qu'on a fait, ben, je pense qu'il est bien. Il faut qu'on arrête là après 3 heures. Et puis, on verra s'il y a besoin d'une heure ou deux de plus. Et on met ça de manière facultative. Et une fois sur deux, les personnes, quand je leur propose cette solution, qui n'est pas toujours le cas, mais quand je leur propose ça, une fois sur deux, les gens vont me dire, ah bah écoutez, en fait, je me sens super bien, ça et ça a changé, je sens que je suis sur une bonne dynamique et tout ça, et je pense pas que c'est nécessaire de se revoir. Et je dis, ok, pas de souci. Et du coup, je facture que les 3 heures et sans facturer la suite, quoi. Donc voilà. D'accord, merci. Et on vous sent vraiment fasciné par tous les mécanismes du cerveau. Il y a des petites techniques que vous utilisez vous au quotidien pour être au meilleur de vos performances? Oui, alors il y en a plein. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube où j'explique un petit peu ces choses, mais j'essaye d'être. Là, je suis en train justement de travailler sur un projet que je vais lancer en octobre où je partagerai beaucoup de ces petites astuces. J'ai développé une espèce de petite approche qu'on pourrait appeler le mental hacking. Bref, l'idée, ça va être de trouver des petites techniques du quotidien qui vont améliorer les performances, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'hypnose, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans l'atteinte de ses objectifs, etc. Bref, moi, il y en a une qui m'intéresse beaucoup et que les gens ne comprennent pas assez, je trouve. C'est la gestion de notre énergie en fait mentale. Je fais souvent cette constatation que les gens pensent beaucoup à leur énergie physique, comme si, ben voilà, je suis fatigué, je vais dormir, ou il faut que je me repose, etc. Mais on entend souvent les gens parler de leur énergie mentale. Or, on peut très bien être reposé physiquement et fatigué mentalement, ou l'inverse, mentalement motivé et déterminé, et puis physiquement fatigué. Donc moi, c'est deux choses différentes. Et souvent, les gens ont une très mauvaise gestion de cette énergie, c'est-à-dire que ils vont avoir cette tendance à comment je pourrais dire ça, à attendre d'être dans une mauvaise posture avant de réagir. Typiquement, quelqu'un qui, je fais souvent un schéma parce que je travaille souvent avec ça, avec les sportifs que j'accompagne. Admettons quelqu'un par exemple qui prend du poids ou quelqu'un qui procrastine, voilà, parce que c'est encore plus juste. Alors quelqu'un par exemple qui se dit je rangerai mon bureau demain, ok. Bon, alors il range pas son bureau, il se dit je le rangerai demain, sauf que le lendemain il y a un peu plus de bordel dans le bureau. Oui. Et puis il se dit putain ça prend du temps, je le rangerai la semaine prochaine parce que cette semaine j'ai beaucoup trop de boulot. Je fixe le jour lundi prochain je range mon bureau. Alors il note lundi prochain il range leur bureau. Lundi prochain, ils arrivent, puis en fait, bien évidemment, il y a eu d'autres trucs qui sont faits depuis entre-temps, qui font qu'il y a d'autres priorités, etc. Et puis, au bout de quelques mois, il y a des piles de dossiers sur leur bureau, c'est le gros bordel. Puis là, ils se disent, il faut que je me bouge, parce que là, ça peut plus continuer comme ça. Et c'est un très bon moteur, ça. C'est d'ailleurs, de nouveau, je vais reparler de lui, mais c'est Richard Bandler qui m'a vraiment sensibilisé à cette chose. Il n'y a rien de plus puissant pour changer que quelqu'un qui dit, allez, là, j'en ai marre, ça suffit maintenant. Et ça, c'est vraiment quand on en a ras-le-bol, quoi. On a cette espèce de poussée, ce coup, on se met un coup dans le derrière à nous-mêmes, et puis on se dit, allez, ça suffit, j'en peux plus, c'est bon, maintenant, j'en ai marre, j'y vais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens attendent vraiment le moment où ils sont débordés pour avoir cette réaction. Et le truc, c'est que si on voyait, si on imaginait un graphique, en fait, avec un taux d'énergie, et puis on imaginait le graphique, quand on est au sommet du graphique, il est à 100%, et puis quand on est en bas, on est à 0% d'énergie mentale, hein, c'est comme une jauge. Bah, les gens, en fait, ils vont descendre dans ce graphique jusqu'à arriver à 40%, je suis démotivé, etc. Et puis quand ils sont à 40%, ils se rendent compte qu'il y a des piles de dossiers sur leur bureau. Alors évidemment, ça peut être des piles de dossiers sur le bureau, ou ça peut être 5 kilos en trop sur la balance, ou ça peut être peu importe. Il y a un moment donné, il y a un truc qui leur fait dire ça. Bah, ils ont un chemin énorme à faire pour remonter à 100%. C'est-à-dire que quand je constate que mon bureau il est rempli de dossiers, ça va être vachement plus dur à ranger mon bureau que si je le rangeais dès qu'il y avait 3 feuilles dessus. Oui. Donc, je vais devoir fournir une immense quantité d'énergie qui peut être très démotivante, très décourageante pour arranger la situation. Et moi, je dis souvent aux gens, c'est drôle, parce que les gens qui m'écrivent, souvent ils m'écrivent en me disant
ah j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai tout essayé. Il y en a certains même qui me disent vous êtes mon dernier espoir, ça arrive, des choses comme ça. Et puis ça, je leur dis toujours en rigolant quand je les vois pour la première fois, je leur dis bah, la prochaine fois quand il y a un problème vous m'appelez tout de suite quoi, on aura moins de travail à faire. Et en fait ce qui est curieux c'est que les gens attendent d'être au fond du bac pour réagir. Du coup ça demande un effort immense de se reprendre en main. C'est hyper démotivant. Souvent, les gens vont se décourager pendant le processus et puis retomber au fond du bac. Alors que si, quand ils étaient au sommet, bien dans leur peau, que leur bureau est bien rangé, etc., à chaque fois qu'il y avait un petit indice qu'ils étaient en train de se rapprocher d'un bureau en bordel, c'est-à-dire deux, trois enveloppes qui s'accumulent d'un côté, et ils réagissaient tout de suite en se disant ah, attends, là, il y a 3 enveloppes qui s'accumulent. Ils remontaient leur seuil en fait à partir duquel ils commençaient à se dire ah il faut que je range mon bureau. Au lieu que ce soit 50 dossiers de empilés, ce sera à partir de 3 enveloppes, hop, je range mon bureau. Et ben ils pourraient comme ça se maintenir dans un état où leur bureau est quasiment constamment rangé et ils ont chaque fois un tout petit peu d'énergie à fournir pour rester dans cet état positif. Et ce qui est curieux parce que si on fait la moyenne, ils utilisent pas moins d'énergie parce qu'en réalité au lieu d'utiliser une fois 60% d'énergie, ils vont utiliser 20 fois 3%. Donc si on fait le calcul, c'est la même quantité d'énergie. Simplement, au lieu de devoir fournir un énorme montant d'énergie en une seule fois, eh ben, ils doivent juste fournir tout plein de fois des petites quantités d'énergie. Et sauf que si on fait la moyenne, en fait, la moitié du temps, la personne qui fournit une énorme quantité d'énergie, son bureau il sera en bordel la moitié du temps, et puis l'autre moitié du temps il sera rangé. Alors que quelqu'un qui fournit toujours un petit peu d'énergie, son bureau en moyenne il sera toujours rangé. Donc quand j'explique ça aux gens, alors c'est plus facile avec un schéma, mais je pense que les gens ont réussi quand même à l'imaginer. Ils se disent mais oui c'est vrai en fait, c'est assez con de se fixer un seuil à partir duquel c'est ah là il y en a trop et il faut que je réagisse. On peut très bien mentalement ajuster ce seuil et puis réagir plus tôt. Moi, ce qui me faisait marrer, j'avais vu ça dans une vieille vidéo de Bandler. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à avoir cette idée. Il travaillait avec une jeune femme qui avait peur de la vitesse, enfin, qui, quand elle conduisait, elle n'osait pas aller trop vite. Du style, elle n'arrivait pas à aller vite sur l'autoroute ou je sais pas quoi. Et en fait, Richard Bandler, il lui disait, OK, c'est à partir de quelle vitesse que vous avez peur, en fait? Puis elle disait, je sais pas, à partir de 60 km/h, par exemple. Il disait, OK, donc à 61, vous avez peur. OK, à 60, vous avez peur. OK. Mais du coup, à 59,9, vous n'avez pas peur. Puis là, la personne, elle commence à réfléchir, elle se dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu con de dire que c'est qu'à 59,9, j'ai pas peur, puis à 60, j'ai peur. Pourtant, il y a quasiment pas de différence. Donc elle disait, ouais, bon, allez, à 59,9, non, peut-être que j'ai pas peur non plus. C'est quasiment comme 60. Et puis il disait, ok, mais alors, à 58, vous n'avez pas peur non plus? Bah non. Mais alors, à 59,9, si vous arrivez à 60, est-ce que c'est à 60 pile que vous avez peur? Puis la personne commence à se dire, je sais pas, c'est autour des 60. Puis il disait, alors, techniquement, on pourrait très bien dire que si vous allez à 61, vous êtes encore bien. Puis la personne dit, ok, allez, je veux bien rajouter 1 km/h en plus. Puis en fait, en jouant avec ce seuil, la personne, elle commence à se rendre compte qu'en fait, c'est absurde d'avoir un seuil arbitraire à partir duquel on a peur. Quelqu'un qui a peur d'aller vite, c'est à partir de quand qu'il a peur? Si c'est à 100 km/h, alors c'est ridicule de dire qu'à 99,9 il n'a pas peur, puis qu'à 100 il a peur. C'est ridicule de dire qu'à 99, qu'à 100 il a peur, puis qu'à 101 il a un peu plus peur, puis qu'à 102. Puis en fait, je me suis rendu compte, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé dans ma pratique, que pour beaucoup de demandes, en fait, beaucoup de problèmes que les gens viennent nous présenter, il y a un seuil qui a été arbitrairement fixé à un moment donné, inconsciemment, et que ce seuil, il se base sur rien, en fait. Et quand on vient remettre un petit peu de la réflexion sur ce seuil, les gens commencent à se rendre compte que leur peur ou leur crainte ou autre est absurde. Quand quelqu'un dit j'ai peur de l'ascenseur, mais seulement les ascenseurs qui sont assez petits, où il y a machin, puis on va dire ok, mais alors si l'ascenseur fait 1 mètre carré de plus, est-ce que ça va? Ah oui, ça va. Mais alors, en fait, on peut toujours venir, quelle que soit la demande, ridiculiser un petit peu les craintes. Et ça, c'est un truc que Bandler fait bien, que Frank Farrelly, par exemple, faisait bien avec la thérapie provocatrice, c'est de venir un petit peu secouer les croyances des gens par l'humour, en fait. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est vraiment
voilà, quand quelqu'un a un problème basé sur une croyance un peu débile, c'est de lui dire mais elle est complètement débile votre croyance, et puis de lui démontrer qu'elle est débile. Et en fait la personne à la fin elle commence à se marrer, puis elle se dit ah oui en fait je suis complètement bête d'avoir peur de ça, et elle se prend en autodérision quoi. Et ça c'est une approche que j'aime bien avoir en hypnose par exemple, et en coaching aussi. D'accord. Donc un conseil, ça serait par exemple identifier ces domaines qui nous drainent de l'énergie mentale et puis de voir quels sont nos seuils, quelles sont les graduations et puis jouer un petit peu à pas dépasser cela. Exactement, c'est parfaitement résumé. C'est de se dire, ok, moi par exemple j'ai toujours du mal à, je sais pas, à ranger mon bureau. Ça, à partir de quel moment que c'est trop? À quel moment je me dis, parce qu'on a tous un seuil, on a tous un moment où on se dit ah là c'est trop. C'est quoi mon seuil à moi? Ok, si je remontais un petit peu ce seuil, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est plus difficile. Je dis pas de passer d'un seuil énorme pile de dossiers à un seuil 3 enveloppes. De juste de se dire ok, à partir de maintenant, dès que je vois qu'il y a plus de 3 cm de papier dans un coin, bah, je réagis. Et puis quand je me rends compte que ça marche, bah, je repousse encore un petit peu le seuil. Et puis l'idée c'est d'y aller graduellement comme ça, de se tester, et puis de se rendre compte que c'est pas plus compliqué de dépenser plein de fois un petit peu d'énergie, parce qu'en fait nous on a peur de dépenser de l'énergie mentale. On est des machines à s'économiser mentalement. C'est ça qu'on a souvent tendance naturellement à être un peu flemmard, etc. C'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité. C'est-à-dire qu'on a évolué pour économiser notre énergie parce qu'on a évolué dans des environnements hostiles dans lesquels il faut garder son énergie. Bon, donc dès qu'on a cette espèce d'idée comme quoi on va dépenser de l'énergie mentale, on essaye de trouver un moyen de pas le faire. D'accord? On dit ah je le referai plus tard, etc. Et en réalité, on se rend pas compte que, j'en parlais dans une de mes vidéos dernièrement, en fait on emprunte de l'énergie à l'avenir quand on fait ça. Parce qu'en réalité quand on dit je vais pas ranger mon bureau maintenant, je le rangerai plus tard, on est en train d'emprunter l'énergie de plus tard pour ne pas avoir à la dépenser maintenant. Et il y a un moment donné plus tard, on devra payer notre dette énergétique et ranger notre bureau pour rembourser la dette qu'on a créée qui nous a permis de pas être embêté dans le passé. Donc en fait c'est un peu con, parce que chaque fois qu'on se dit je ferai ça plus tard, ou ça va j'ai encore de la marge, ou qu'on monte sur la balance et puis qu'on a pris un demi-kilo ou 1 kilo, puis qu'on se dit ah bon ça va un petit kilo c'est pas beaucoup, bah, chaque fois qu'on se dit ça, en fait on emprunte de l'énergie à l'avenir. Et puis à l'avenir un jour on va se dire ah merde, maintenant je dois perdre 5 kilos d'un coup, je vais faire un régime, je vais faire un truc, et ça devient beaucoup plus chiant en fait, parce que en fait on doit rembourser cette énergie qu'on avait empruntée avant. Et c'est assez curieux qu'on se rende pas compte de ça, parce qu'on pense toujours à court terme. Et moi, je dis toujours aux gens, dès que vous avez un signe que quelque chose est en train d'aller un poil moins bien, réagissez tout de suite. Prenez toujours cette habitude. Si vous allez, je sais pas, en vacances une semaine et quand vous rentrez, il y a 1,5 kg de plus sur la balance, dites-vous pas, ah, c'est pas grave, c'est juste 1,5 kg. Ça peut paraître bizarre parce que on pourrait avoir l'impression que je dis aux gens d'être obsédés par leur poids ou ce genre de choses. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste, parce que voilà, il y a peut-être des gens pour qui 1,5 kg on s'en fout. Mais si vous êtes quelqu'un qui est inquiété par votre prise de poids, n'attendez pas d'avoir 10 kilos en trop avant de réagir. Si 10 kilos pour vous c'est trop, réagissez à partir de 2 kilos. Ce sera beaucoup plus facile que de réagir à 10 kilos. Si c'est important pour vous, votre poids. Si vous êtes quelqu'un qui, je sais pas, qui a tendance à remettre toujours vos objectifs professionnels à plus tard, dès que vous avez fixé un seuil et puis que vous l'avez dépassé, réagissez, dites-vous, oh mince, là j'ai pas fait, donc faites une croix sur tout ce qu'avait prévu d'autre et déterminez une tâche à faire précise et mettez-vous sur cette tâche et ne la laissez pas s'éloigner encore et encore de vous, parce que c'est un truc qui va vous pénaliser sur le long terme. Et vraiment c'est ça que je dis aux gens, soyons attentifs. Moi j'avais même fait ça avec un client dernièrement, un entrepreneur qui me disait j'ai plein de choses que j'aimerais gérer, mais je n'arrive pas à toutes les gérer en même temps. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on a, plutôt que de devoir gérer toutes les choses de la meilleure façon tout le temps, je lui ai dit, on va attribuer un nombre de points à ces choses par ordre d'importance. Donc, par exemple, je sais plus ce que c'était les détails, mais telle tâche, on lui donne 10 points, telle tâche, elle vaut 5 points, telle tâche, elle vaut 1 point, etc. Et le but, c'est que pendant la semaine, tu fasses 50 points, par exemple. Donc, tu peux faire plein de petites tâches qui prennent pas beaucoup d'énergie, ou une grosse tâche compliquée, etc. On s'en fout. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de la semaine, tu aies 50 points. Et donc, dans un premier temps, son travail, c'était de faire 50 points. Une fois qu'il avait 50 points, il était content parce qu'il savait, on avait calculé en gros le nombre de points qu'il faisait par semaine avant de faire ce jeu, puis il était autour des 30 points. Donc, on s'est dit, voilà, on va améliorer un petit peu le truc, on va te mettre à 50 points. Et puis, une fois que pendant 2-3 semaines d'affilée, il a réussi à faire 50 points, on peut monter à 70 points.
puis après à 90 points, puis après à 100 points. Et puis on booste comme ça la productivité avec une forme de jeu, sans qu'il y ait besoin de commencer à tout suivre et avoir l'impression qu'on doit tout gérer, juste en faisant des coches et en ayant attribué des points. C'est tout bête, mais ça marche très bien. Donc il faut pas hésiter à créer ce genre de petits jeux, de petits mécanismes, parce que moi il y a un truc que je dis toujours aux gens, c'est il vaut mieux, faut jamais se comparer aux autres et à ce qu'ils sont aujourd'hui. Il faut toujours se comparer à qui nous on était hier en fait. Tant qu'on est mieux que ce qu'on était la semaine passée, on est sur une tendance positive, donc c'est bien. On sera jamais aussi bien que les autres. Ça sert à rien de se comparer, on trouvera toujours quelqu'un de mieux que nous. Par contre, on peut être mieux que nous hier. Et si on continue à toujours le lendemain s'assurer qu'on est mieux que nous la veille, et ainsi de suite, bah, au bout d'un moment, quand on regarde le chemin qu'on a parcouru, on se rend compte qu'on a fait un chemin de malade, quoi. On se rend compte qu'on a vraiment évolué. Souvent, moi, par exemple, dans ma vie, je me suis dit, ah bah tiens, je vais commencer telle activité, par exemple. Je sais pas, je dis n'importe quoi, de la boxe. J'ai jamais voulu faire de la boxe, mais admettons. Et puis après, 6 mois après, donc il faudrait que je trouve un exemple concret. Voilà, par exemple, il y a un sport en particulier que j'avais voulu faire avec une forme d'entraînement, et puis j'ai été faire un cours on peut dire de test, quoi, d'essai, démonstration. Et puis j'ai pas trop accroché. J'y suis pas retourné. Bon, très bien. Puis après coup, 6 mois après, je me disais, mince, si j'avais quand même accroché, là, ça ferait 6 mois que j'en ferais, j'aurais atteint tel résultat déjà. Et c'est dommage que j'ai pas accroché, parce que finalement, ces 6 mois, ça a passé vite. Et si je m'étais vraiment mis sérieusement, j'aurais pu atteindre un résultat super positif. Et j'avais ce petit côté toujours de me dire comment je pourrais trouver une méthode qui ferait que je puisse m'engager sur ces processus à long terme sans avoir cet handicap de me dire j'ai encore tout ce travail à accomplir. Parce que souvent, quand on s'engage dans quelqu'un par exemple qui veut perdre du poids, qui commence à faire du sport, à manger mieux, etc., il se dit mon Dieu, je dois perdre 20 kilos, ça va prendre des mois et des mois, ça sera pas avant l'année prochaine. Et c'est très long de se dire mon Dieu, on voit tout ce chemin qu'on a à faire et tout, et c'est très décourageant. De nouveau, c'est cette idée qu'on a attendu trop longtemps avant de se reprendre en main, et donc au lieu de réagir tout de suite aux petits signes, ben voilà. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé, c'est vraiment de jouer avec ces trucs, de jouer avec nos seuils, de se créer une espèce de jeu au quotidien, de surveiller ces petits trucs, d'avoir des espèces de petits marqueurs au quotidien, vérifier que on n'a pas plus de 3 feuilles sur le bureau, on n'a pas plus qu'1 kilo sur la balance, on n'a pas plus de temps de retard dans ton travail, on n'a pas plus que ça et ça. Et puis du coup, tant qu'on est dans ces marqueurs, on sait qu'on n'a pas besoin de réagir, donc on est dans un espace positif. Et dès qu'il y a un petit marqueur qui cloche, on se reprend en main. Et comme ça, on arrive tout de suite à créer quelque chose de très utile sans que ce soit fatigant mentalement. Et à terme, on arrive vraiment à se maintenir dans un état de forme énergétique, on va dire, mentale. Et c'est ça que je trouve intéressant. D'accord, merci beaucoup pour ces images, ça fait de belles stratégies à adopter au quotidien. Et du coup, pour conclure ce podcast, vous voulez parler un petit peu de vos projets, ou bien dire où les auditeurs peuvent vous trouver comme Oui, alors bon, moi, vous pouvez me trouver déjà sous Jean Rosis sur Instagram. Il y a sur mon Instagram, il y a un lien vers mon site, enfin vers mes différents sites actuels. Prochainement, j'aurai justement ce projet de mental hacking que je vais sortir en octobre. Enfin, en tout cas, que je vais commencer à lancer en octobre. On verra si je le finaliserai déjà en octobre. L'idée, ce sera justement de partager tout un tas d'astuces qu'on peut utiliser au quotidien. Voilà, sinon il y a toujours mon livre qui est disponible sur Amazon, qui s'appelle Putain ce bonheur, qui est un livre un petit peu sur le bonheur, comme on dit. Et le putain est volontairement un peu vulgaire, c'est parce que j'en avais un petit peu marre de lire tout et n'importe quoi sur le bonheur, tout et son contraire en fait. Quelqu'un qui veut être heureux, on lui dit tout et son contraire, donc c'est impossible à savoir tirer le vrai du faux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher vraiment les études scientifiques derrière, avec des preuves à l'appui de comment ça marche le bonheur, comment devenir plus heureux, etc. Et puis voilà, j'en ai fait un livre qui permet en 3 semaines d'être plus heureux. Voilà, je crois que c'est tout. Pas grand chose d'autre à dire. D'accord, merci beaucoup pour cette conversation, Jean, et puis on suivra avec attention tous vos projets. Avec plaisir, c'est réciproque. À bientôt. Merci beaucoup. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger.
Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairviyoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.